À écouter sur Binge Audio et sur toutes les applications de podcast. Oh mais j'ai réussi à le dire. J'ai longtemps eu du mal avec le mot lesbienne parce que quand j'ai fait mon coming out et que j'ai tapé ce mot lesbienne dans la barre de recherche Google, je suis tombée uniquement sur des vidéos porno, des vidéos à destination d'hommes réalisées par des hommes hétérosexuels bien sûr. Mais ce référencement a changé en 2019, notamment grâce à l'activisme d'un collectif qui s'appelle SEO Lesbiennes et qui a fait pression sur Google France pour que leur algorithme change. Et aujourd'hui, j'ai fait l'expérience, si je tape le mot lesbienne dans la barre de recherche, je tombe d'abord sur la page Wikipédia du lesbianisme, sur quelques articles de presse, mais aussi des liens marchands pour acheter le livre Se dire lesbienne de la sociologue Natacha Chetcuti. Mais dans la plupart des pays du monde, pour Google et les autres moteurs de recherche, lesbienne égale toujours porno mainstream. C'est même l'un des mots-clés les plus recherchés sur les plateformes de streaming X. Et il va être question de ce fétiche lesbien dans ce nouvel épisode de Faire Genre consacré à la notion de désir. Je suis Lorraine Deika et pour cet entretien, j'ai le plaisir de recevoir le sociologue Mathieu Trachman. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu Trachman, vous êtes sociologue à l'Institut national des études démographiques et vous enseignez la sociologie du désir dans le master genre de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé Le travail pornographique, tiré de votre thèse. Et vous avez également été à l'initiative avec Juliette Rennes de l'accueil de l'historienne Camille Ropsis de l'Université de Columbia dans le cadre de la chaire genre de l'Institut du genre en 2022. Tout à fait. Mathieu Trachman, dans votre travail de thèse, vous êtes donc allé à la rencontre des acteurs de films pornographiques et l'un de ces acteurs, qui s'appelle Max, vous a raconté entre deux scènes au bord d'une piscine que son boulot, ça n'a pas d'autre prétention que de mettre en image les fantasmes des gens. Et pour vous, cette phrase a marqué le point de départ de toute votre enquête. Pourquoi ? C'est une enquête qui a été réalisée à la fin des années 2000. Je pense que c'est important de le noter. Elle est historiquement située. Et le point de départ, la question était en fait très simple. C'est qu'il y avait beaucoup de débats au sein des études de genre et des études féministes sur la pornographie. La plupart portaient sur les effets des images sur les spectateurs ou bien décrivaient le travail pornographique comme un esclavage, une contrainte en fait de jeunes actrices, parfois un peu naïves. Je trouve que ces deux lectures manquaient le fait qu'à un moment donné, il y a une industrie qui s'est créée, non seulement avec des conditions de travail spécifiques, mais aussi avec une profession spécifique, et qui se donnait pour objectif finalement de mettre en image les fantasmes des gens, c'est-à-dire de produire des supports masturbatoires. Et quand cet acteur m'a dit ça, j'ai trouvé ça intéressant à quel moment en fait des gens dans leur trajectoire personnelle mais aussi professionnelle s'interrogent sur les fantasmes des autres pour essayer de les saisir. Donc, de ce point de vue-là, la pornographie s'inscrivait bien dans une histoire des rapports de genre entre hommes et femmes, mais aussi dans une histoire du capitalisme. Et c'est ce que j'ai essayé d'écrire dans mon livre, à quel moment le capitalisme, dont on sait qu'il investit au fur et à mesure de plus en plus de domaines de notre existence, investit aussi nos désirs et nos fantasmes, qu'émerge finalement ce qu'on peut appeler un capitalisme fantasmatique, ce que j'ai appelé comme ça dans mon livre. Et puis comment, très concrètement, on fait pour connaître les désirs des individus, comment se crée un marché des fantasmes. Et puis, dernier point, c'est pas simplement la pornographie, c'est pas uniquement des hommes qui contraignent des femmes, mais c'est un travail collectif dans lequel des actrices, des acteurs, des réalisateurs aussi, parfois des scénaristes et des techniciens se mobilisent collectivement pour finalement aboutir à une image excitante pour le spectateur. Donc ça permettait de mettre à la fois l'accent sur la question des conditions de travail, en considérant que c'était pas uniquement de l'esclavage ou de la contrainte, même si ça existe aussi, et puis qu'il y avait un petit groupe de professionnels qui se spécialisaient en fait dans les fantasmes du public. Mathieu Trachman, c'est très intéressant. Vous avez donc utilisé ce terme de capitalisme fantasmatique. À quel moment est-ce qu'on peut retracer l'émergence des liens entre capitalisme et porno ?
Donc tout ça émerge en France, mais aussi en Amérique du Nord dans les années 70. Dans les années 70, en fait, se créent des groupes professionnels qui vont être en partie, qui deviennent légaux, en fait, et qui vont se donner pour objectif de produire ces supports masturbatoires. Évidemment, en fait, il y avait de la pornographie, au moins depuis en général, les historiennes et les historiens datent son émergence au XVIIIe siècle, avec les libelles libertins notamment. Et là, on voit un exemple qui a une diversité de supports, en fait. Ça peut être des images, ça peut être aussi des écrits, ça peut être aussi des sons. Et pendant très longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était des circuits qui étaient plutôt clandestins, ça se vendait sous le manteau. Et donc, il y a une transformation quand même dans les années 70. Au sens, c'est le sens un peu de la loi dite X en France en 75, qui vise à la fois à réglementer le marché de la pornographie, notamment à le séparer du marché du cinéma, mais qui par là même rend possible en fait l'organisation d'un monde professionnel. On a souvent l'impression que la dynamique du capitalisme, en fait, c'est le profit, l'intérêt des individus, mais c'est aussi un système qui marche par rapport au désir, qui vise bien à non seulement à saisir les désirs des consommateurs, mais aussi à produire des désirs. Donc de ce point de vue-là, je trouvais que la pornographie était à la fois quelque chose comme une pratique capitaliste déviante, au sens où ça mobilisait des fantasmes un peu bizarres, que ça faisait partie que ça commercialisait la sexualité, ce qui a toujours été problématique, mais qu'elle disait quelque chose, en fait, d'une espèce de petit artisanat de commerce où vraiment le cœur était les sujets désirants, les désirs des consommatrices et des consommateurs, et comme on le sait, plutôt des consommateurs que des consommatrices. C'est toujours la question de savoir est-ce que le porno influence nos désirs ou est-ce que c'est nos désirs qui créent les scénarios des films pornographiques ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est cette manière de poser la question a souvent été celle de l'État, en particulier des nombreux rapports depuis les années 90 ou 2000, qui est celle de mesurer l'influence, entre guillemets, de la pornographie sur les consommateurs. Ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a d'autres manières de poser cette question-là. En fait, les travaux des chercheurs, je pense en particulier à Florian Voros, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, montrent bien qu'il n'y a pas un effet mécanique, en fait, d'un produit culturel sur des représentations ou des pratiques. Et par exemple, en fait, si on analyse la manière dont les individus entrent dans la sexualité ou bien réfléchissent à leurs propres désirs, la pornographie est un élément parmi d'autres, en fait. On peut discuter entre amis. Il y a d'autres formes, en fait, de produits culturels où la sexualité est plus implicite et où on peut découvrir aussi, en fait, ses propres désirs. Par exemple, en fait, quand il y a un personnage gay ou lesbienne ou bisexuelle dans telle ou telle série, ça s'inscrit dans l'espace des possibles. Il me semble que la spécificité de la pornographie, c'est vraiment cette dimension excitante et le fait que ce soit un support masturbatoire. Souvent, en fait, dans les discours sur la pornographie, on essaye un peu de politiser, en fait, sa représentation en disant, bah non, justement, ça sert pas uniquement à se branler, pour le dire rapidement. Et au contraire, je trouvais ça intéressant de se dire, mais en fait, c'est déjà compliqué de comprendre comment, à un moment donné du capitalisme, des professionnels vont se dire, bon, on va produire des supports masturbatoires, et surtout, comment on fait pour produire un bon support masturbatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de saisir, parce qu'on toutes et tous, on le sait, parfois ça marche, parfois ça marche pas dans le porno, comme dans nos pratiques sexuelles quotidiennes, le désir est pas toujours là. Donc il faut saisir un peu des désirs, non seulement des désirs, mais des désirs qui marchent. Mais néanmoins, Mathieu Trashman, pour rester sur la question de la pornographie, vous écrivez vous-même qu'il s'agit avant tout d'hétérosexuels professionnels. Quand on parle de porno, à 99%, cette statistique n'est pas du tout sourcée scientifiquement, les auditeuristes me le pardonneront. En tout cas, globalement, on parle souvent d'un porno qui est hétérosexuel, mainstream, qui est façonné selon ce qu'on appelle le male gaze, ce regard masculin façonné par des critères hétérosexuels. Oui, tout à fait. C'est que non seulement la pornographie s'organisait comme un marché, mais ce marché avait des frontières de genre et de sexualité. De genre, au sens où le spectateur du porno était un spectateur justement
strictement masculin et que pour la majeure partie des gens que j'ai rencontrés, les spectatrices étaient un marché possible, mais finalement assez peu investi. Et que d'autre part, en fait, les gens que j'ai rencontrés faisaient du porno hétéro. Et c'est ça qui m'a intéressé. Là, la notion de fantasme, en fait, elle peut être remobilisée, puisqu'on peut se dire, après tout, puisqu'on met en œuvre les fantasmes des individus et que les réalisateurs et les producteurs me répétaient qu'il ne s'agissait pas d'exprimer leurs propres fantasmes, comme on peut le faire, par exemple, dans un travail plus littéraire ou artistique, mais de saisir, comme sur un marché, les fantasmes des individus. Après tout, si le marché gay est plutôt lucratif, pourquoi ne pas investir, en fait, cette dimension ? Et donc, on voit comment les logiques économiques s'articulent, en fait, avec des logiques de genre et de sexualité, au sens où on faisait le partage, là, dans un contexte où le capitalisme est censé laisser de côté tout enjeu moraux ou normatif. On voyait bien qu'il y avait des normes de genre et de sexualité qui structuraient, en fait, le marché. Et d'autre part, ça permettait de dire aussi, après tout, tout le monde a plein de fantasmes, et il peut y avoir des fantasmes qui sont, les hétérosexuels. C'est quoi un fantasme hétérosexuel, peut-être, pour le dire comme ça, ce qui n'était pas si évident que ça. Alors, d'autant plus dans la pornographie, on se dit, bah oui, mais regardez, en fait, on met en scène des scènes dites lesbiennes, plus précisément des scènes entre femmes, mais par contre, en fait, les scènes sexuelles entre hommes sont prohibées, où tout de suite, en fait, ça fait tomber les images dans la catégorie ou gay ou bisexuel quand il y en a plusieurs. Donc on voit que la pornographie n'était pas simplement une entreprise de production de fantasmes, mais qui permettait aussi de définir, en fait, les territoires des fantasmes légitimes ou illégitimes, et elle s'inscrivait, en fait, dans un travail de catégorisation et de hiérarchisation, en fait, des fantasmes. Et le dernier point sur cette question de l'hétérosexualité, c'est que l'hétérosexualité est une catégorie particulièrement floue et molle, finalement. Elle sert surtout à dire il y a des homosexualités ou des bisexualité, mais nous, on est hétéros. C'est quoi ces fantasmes de 90% en grosso modo de la population? Ça veut dire quoi qu'un fantasme est hétérosexuel? Et pourquoi cette hétérosexualité est très liée d'une part avec une exclusion de l'homosexualité masculine, mais aussi en effet un primat, en fait, du regard masculin et une hiérarchie en termes d'âge, par exemple, mais aussi en termes de corps entre femmes et hommes. Donc en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que l'hétérosexualité, elle est aussi présente dans l'industrie porno mainstream, à la fois pour des raisons ou peut-être un présupposé économique c'est le marché principal, donc c'est là où il y a du profit à faire, et en même temps parce que ça traduit en fait cette hiérarchisation entre les orientations sexuelles ou les diverses identités qui sont déjà à l'œuvre dans la société, notamment la placardisation des homosexualités. C'est ça, c'est que c'était une industrie qui fonctionnait très largement sur des logiques de genre, et notamment avec une valorisation du désir masculin et la production de fantasmes masculins et donc de femmes, en fait, désirantes. Donc c'est un point important aussi, c'est-à-dire que c'est pas simplement la question de la contrainte des corps féminins, même si c'est central, ou la question de l'humiliation, mais c'est aussi Linda Williams, en fait, une des premières théoriciennes des porn studies, l'a bien mis en évidence, c'est que c'est la mise en scène de la jouissance féminine. À quel moment, dans l'histoire des rapports de genre, donc à partir des années 70, il y a des hommes, en fait, qui vont essayer qui vont être obsédés, et c'est sans doute une histoire beaucoup plus longue, par le désir féminin. Merci Mathieu Trashman, ça me fait penser ce que vous expliquez, notamment sur les femmes désirantes, à un passage de votre livre dans lequel vous décrivez une scène d'éjaculation féminine, et vous décrivez en fait qu'il y a une certaine complicité entre les acteurs sur le plateau, mais que la jeune actrice, en fait, elle échoue en quelque sorte à éjaculer. Et vous écrivez à partir de cette observation que la maîtrise du corps sexuel est sexuée. C'est une scène qui m'intéressait parce que elle montrait bien, elle était l'exemple d'une des manières dont pouvait se passer un tournage pornographique, un travail collectif, l'investissement d'actrices dans cette performance de la sexualité, et un investissement, et là on voit que cette déception de l'actrice, d'une part que ça suppose des techniques, comment on fait pour apprendre
apprendre à éjaculer. Donc il y a un travail en amont, mais il y avait aussi, en fait, si on resituait finalement le travail pornographique des actrices dans leur propre trajectoire sexuelle, une dimension d'empowerment, en fait, qui était, dans certains cas, c'est un aspect, j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que dans un contexte où finalement l'entrée dans la sexualité est contrainte, où justement les désirs ne sont pas explicités, où on apprend, où l'éducation sexuelle fait largement défaut, la pornographie était une scène sociale, au sens large, qui permettait à certaines femmes, en fait, d'investir des figures de femmes désirantes, de revendiquer un savoir et un savoir-faire. Donc, à travers la déception, en fait, de cette actrice, il y avait à la fois l'idée que j'aurais bien aimé faire mieux mon travail, mais il y avait aussi, en fait, cette idée que l'empowerment était un petit peu ici limité, précisément dans un contexte de contrainte sexuelle pour les femmes. Dans vos réponses, Mathieu Trashman, vous parlez à la fois de désir et de fantasme. Qu'est-ce que vous établissez comme différence entre ces deux notions ? On peut dire qu'il y a le désir et les désirs, c'est-à-dire les fantasmes, on peut dire ça comme ça. Le désir, un ensemble d'attirances. À quel moment, en fait, dans quelle interaction je vais pouvoir produire cette espèce de dimension un peu énergétique, finalement, dans les interactions. Tandis que dans les fantasmes, en fait, je me suis pas mal appuyé donc, sur le livre de Laplanche et Pontalis, qui sont des psychanalystes pour le coup, qui soulignent, en reprenant cette notion, que le fantasme n'est pas nécessairement une pulsion ou une poussée, mais c'est une scène. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette dimension scénique du fantasme, et en effet, qu'on s'imagine, qu'on a un fantasme, un script dans la tête, on s'imagine plutôt une scène. Le porno fonctionne comme ça, qui permet en fait des mécanismes de projection, d'identification, ou qui permet de se voir en tant que, par exemple. Donc ça permet en fait de dire que la question qui produit ces scènes de fantasmes, comment sont-elles utilisées en fait par les sujets sexuels, et comment le désir peut parfois investir ou couler, si vous voulez, dans ces scènes ou pas. Votre travail, Mathieu Trashman, a aussi été d'enquêter sur des désirs dits peut-être déviants. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette expression non plus. Vous avez notamment fait tout un travail de terrain dans un club de fessées. Je discutais avec des producteurs qui m'expliquaient qu'ils faisaient des films de fessées hétérosexuels. Et quand je leur demandais d'où leur venait cette idée, elle leur avait été suggérée par un producteur de porno de fessées gays que je connaissais par ailleurs, puisque j'avais vu leur film. Ils avaient fait Roméo et Julien, qui était donc la version de fessées gays de Roméo et Juliette. Et donc j'avais trouvé ça rigolo évidemment, et puis très intéressant. Donc j'ai rencontré ce producteur. Il faisait du porno de fessées gays, un peu en amateur finalement, mais que surtout en fait c'était une association de fessées entre hommes qui s'était créée à la fin des années 80, et puis ils avaient décidé, devant la pauvreté en fait des pornos de fessées entre hommes, de faire leur propre porno qui correspondrait mieux à leur fantasme. Et donc j'étais en train de mettre en place cette enquête sur les fantasmes hétérosexuels, et là j'avais une structure un petit peu différente, une petite production très artisanale, dont l'objectif n'était pas du tout en fait de faire du profit, mais qui se comprenait en fait finalement dans ce que l'anthropologue Gail Rubin a analysé comme l'organisation de petites communautés érotiques en fait à partir des années 60, notamment aux États-Unis et en Europe, et qui, dans un contexte de répression sexuelle, essayait en fait d'acquérir de l'espace social pour des désirs déviants. Je reprends complètement l'idée de désir déviant à partir du moment où on l'inscrit dans la tradition sociologique de la déviance, et déviance qui est constituée comme telle par un regard extérieur. Et donc là encore, là on est à l'écart de l'hétérosexualité, mais c'est plus comment en fait des petites communautés, ça peut être du BDSM gay ou lesbien, ça peut être des clubs de fessées, ça peut être un ensemble de fétichismes en fait qui sont mobilisés, acquièrent finalement des ressources. Ça peut être des bars, ça peut être en effet des associations, ça peut être des petites boîtes de production porno, finalement pour donner un peu une existence sociale à leur désir, mais aussi essayer d'opérer un petit travail de légitimation.
Oui, parce que en fait, ce qui est intéressant dans votre travail, notamment sur ce club de fessées, c'est de rappeler qu'il y a aussi tout un tas de désirs, de façons de désirer qui sont réprimés et qui se construisent en fait dans ce système de répression. Oui, exactement. C'est-à-dire que donc dans les entretiens que j'ai faits avec des amateurs de fessées, le caractère un peu honteux en fait de Oui, la question de la honte est hyper importante. Voilà, la question de la honte est importante. Elle n'est pas simple, il me semble. Le fantasme de la fessée m'intéressait aussi. Puisque l'association, donc c'est une association de fessées entre hommes, où finalement on est assez loin des associations de BDSM gay, où la question de la virilité est quand même très investie et surjouée. Ou là, au contraire, c'est comme me disait l'un des amateurs, c'est des gens comme toi et moi qui ne sont pas nécessairement lookés. Par ailleurs, ce fantasme, et ça dit quelque chose de ce qu'on peut appeler une socio-histoire des fantasmes, émerge justement au moment où la fessée sur les enfants devient dans l'espace public problématique, où la question des violences sexuelles sur mineurs fait l'objet d'un travail politique et législatif important. Et donc, il y avait cette espèce de jeu avec un fantasme un peu étrange par des individus qui eux-mêmes avaient des souvenirs de fessées d'enfance qui étaient un peu repris et retravaillés. Un jeu, si vous voulez, avec la honte. Et il y a une troisième notion qui découle de ce que vous expliquez, c'est celle de fétiche, de fétichisme. Et j'ai quand même l'impression que quand on parle de fétiche, on peut quand même assez rapidement arriver à des stéréotypes racistes. Je pense à tout ce fétichisme qui va exoticiser, par exemple, les femmes arabes, mais il y en a des tonnes d'autres. Comment vous interprétez ça en tant que sociologue ? La pornographie est un bon exemple en fait de la place des questions raciales, mais plus généralement en fait des rapports sociaux dans la production de fantasmes. Ça ouvre sur l'analyse des dynamiques d'érotisation. À quel moment en fait quelque chose devient excitant ou à quel moment quelque chose le devient pas, et qu'est-ce qu'on va mobiliser en fait dans l'ensemble du monde qui nous entoure pour créer des figures excitantes. On peut penser à Brigitte Lahaie par exemple, qui est évidemment en tant qu'une femme très belle, etc., mais qui a beaucoup incarné cette figure de la bourgeoise, où on voit que cette dimension de classe faisait partie en fait du fantasme, bon chic, bon genre, mais salope, bourgeoise et pute, etc., qui jouait un petit peu sur ce contraste. Et aujourd'hui, de manière assez massive, en fait, les questions raciales sont, ce qu'on peut appeler la vie érotique du racisme, sont très présentes en fait dans les pornographies hétéros comme gays. Donc en effet, c'est sous-tendu par un fétichisme racial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est quelque chose c'est une valorisation qui masque en fait l'oppression raciale, etc. Et c'est la théoricienne Teresa de Lauretis qui a pas mal travaillé sur la question des fantasmes publics, qui propose cette formule que je trouve intéressante. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'être prise ou pris dans le fantasme d'un autre. Et il me semble qu'à partir du moment où on produit des scènes de fantasmes, où on est parfois on peut les produire nous-mêmes, mais on est aussi dans les scènes de fantasmes d'un autre, et c'est assez finalement ordinaire dans notre sexualité. Il y a des individus qui sont prises et pris dans les fantasmes d'un autre, donc des hommes racisés qui sont pris dans des fantasmes d'hommes blancs ou des femmes, etc., etc. Et on voit là comment ça contraint finalement l'espace des possibles de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire en fait désirer ? Est-ce que pour vous, la façon dont on désire, ça définit son identité ? Le lien entre désir, identité, subjectivité, c'est un lien qui est vraiment historiquement attesté, et c'était au centre en fait des travaux de Foucault dès La volonté de savoir en 1976. Foucault dit à un moment que son travail, à partir de la fin des années 70, était de comprendre comment la sexualité était devenue le sismographe de nos subjectivités.
Pour Foucault, en fait, c'était quelque chose à déconstruire et à défaire, ce lien entre subjectivité, désir et vérité. Donc je dirais pas qu'en fait, de manière très générale, en tant que sociologue en tout cas, que le désir révèle ce que je suis. Le problème, c'est qu'à quel moment et pourquoi aujourd'hui on considère où on a considéré pendant longtemps que le désir sexuel était une clé d'accès à la vérité des individus. C'est une lecture très psychanalytique. Exactement, en fait. C'est en partie contre la psychanalyse de Freud que Foucault développe ses analyses en disant finalement qu'à partir de la notion d'inconscient, on va pouvoir interpréter finalement toutes les pratiques, les opinions des individus en les ramenant à des désirs cachés ou inconscients. L'autre apport de Freud à cette question du désir, c'est de proposer une conception très pulsionnelle du désir. C'est-à-dire que non seulement, en fait, il y a pour une large méconnaissance ou une méconnaissance quasi fondamentale ou structurelle du sujet par rapport à ses propres désirs. C'est ce que dit Freud, le moi n'est pas maître dans sa propre maison, mais aussi avec la notion de pulsion, c'est cette idée qu'en fait, il y a en moi quelque chose qui est plus fort que moi. C'est exactement le scénario qu'on retrouve dans les films porno, cette idée du désir qui se réveille et qui devient irrépressible. Exactement, dans tous les personnages, très souvent chez les hommes comme chez les femmes. Comme si en fait finalement c'était une pulsion qui était pré-sociale et qu'il fallait qu'ils trouvent en fait des espaces pour se réaliser. Ça, il me semble que c'est à la fois dans les études féministes et à la fois du point de vue de la sociologie de la sexualité, c'est une conception du désir qui me semble discutable. Je pense pas qu'elle soit fausse, en fait, au sens où il y a bien des moments où je me sens très attiré par quelque chose ou quelqu'un, mais je pense que ça occulte en fait tous les aspects un peu ordinaires de la vie sociale du désir, où, et là c'est ce qu'ont montré notamment les sociologues Gagnon et Simon, avec la théorie des scripts sexuels. Ils ne se sentent pas uniquement sur la question d'un individu désirant, mais sur les interactions en fait, dans lesquelles il y a du désir. Et ils remarquent qu'en fait, cette idée que le désir serait une puissance irrépressible est sans doute une représentation un peu fausse qui occulte complètement les moments où on n'a pas beaucoup de désir, où on pensait en avoir et finalement on n'en a pas tant que ça, où finalement on s'engage dans une interaction sexuelle où on se dit bon finalement pourquoi pas, et puis finalement le désir émerge. Donc il y a ce qu'on peut appeler une fragilité en fait du désir. Et les individus, en mobilisant des fantasmes, mais aussi très concrètement en essayant de trouver des endroits à la fois safe, mais aussi un peu excitants en fait. Ça peut être des bougies, ça peut être ce que vous voulez. Essaye en fait non seulement de produire, mais de maintenir le désir. Donc ça c'est une première ligne qui dit bah non, mais en fait ça occulte tout le travail du désir qui fait qu'en fait je vais essayer en fait d'ajuster mon désir à la situation ou de maintenir mon propre désir. L'autre critique en fait qu'on peut faire à cette conception pulsionnelle de la sexualité, et c'est celle que les études féministes ont faite, c'est qu'elle est largement le fait des hommes, beaucoup plus que les femmes et les minorités sexuelles. C'est ce que la philosophe Amia Srivrinathan, dans son livre Le droit au sexe, appelle la surlégitimité sexuelle masculine, où on a l'impression finalement que les hommes auraient toute licéité finalement à exprimer leurs désirs, leurs fantasmes et à le satisfaire. Et ça ouvre aussi la voie à des potentielles violences. Exactement, à la banalisation des violences sexistes et sexuelles. Exactement, c'est-à-dire non seulement cette surlégitimité en fait des hommes à dire bah, c'est une pulsion donc je n'y résiste pas, et non seulement je n'y résiste pas, mais je peux la réaliser y compris par la contrainte. C'est un scénario ultra classique en
fait de la pornographie hétérosexuelle comme gay d'ailleurs. Donc en fait tout ça a plus une idéologie qui justifie en effet cette espèce d'expression naturelle finalement des désirs masculins, finalement pas uniquement comme si c'était un désir, mais plus comme si c'était un besoin qui devait satisfaire, plutôt qu'un désir à interroger et à travailler. Oui, ce que vous expliquez sur la fragilité du désir et le fait que c'est pas quelque chose d'irrépressible, ça me fait beaucoup penser aux travaux de mon confrère Tal Madesta qui a publié aux éditions Binge Audio un essai intitulé « Désirer à tout prix ». Et au sujet de la violence, ce que vous expliquez, ça me fait penser à tous ces débats et activistes, notamment féministes, qui sont mobilisés pour faire interdire la pornographie, avec l'idée que la pornographie fait le lit des violences. Je pense notamment aux travaux de la juriste américaine Catherine McKinnon, qui a dénoncé dans les années 80 la situation des actrices et qui a aussi tenté d'interdire la diffusion des images porno aux États-Unis. Catherine McKinnon a vraiment une place centrale en fait dans la manière dont le féminisme ou les féminismes ont abordé la pornographie. Pour s'en souvenir, à la fin des années 70 et au début des années 80, elle a d'abord travaillé sur le harcèlement sexuel au travail. Et dès le début, en fait, elle questionne la frontière entre une sexualité violente et une sexualité non violente. Et ce qu'elle dit, c'est que ce partage entre sexualité et violence ou pornographie et érotisme, c'est pour elle une question de point de vue, c'est-à-dire que ce partage est lié à un point de vue masculin, mais que comprend au sérieux les vies des femmes, la distinction entre sexualité et violence, entre une mauvaise pornographie et un bon érotisme ne tient pas. Et finalement, ce qu'on appelle désir masculin est en fait une sexualité contrainte pour les femmes. Je pense que donc dans ces articles, notamment dans Sexuality, reste en fait une manière de questionner le désir. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est qu'elle nous amène finalement à considérer le désir non pas quelque chose comme que je devrais exprimer, quelque chose d'opprimé en fait, mais une catégorie qui occulte la production hétérosexuelle et patriarcale des désirs. Après, en effet, et de manière discutable, elle a essayé d'interdire la pornographie, et donc ça a ouvert ce qui s'est appelé les sex wars ou les guerres du sexe aux États-Unis. Un des points, il me semble, qu'on peut vraiment souligner, c'est que à la fois, l'objectif était d'interroger l'hétérosexualité ordinaire, et que finalement, en fait, cette tentative d'interdiction, dont en plus on peut questionner l'efficacité, se ciblait finalement sur des formes de sexualité déviante, la prostitution, la pornographie, plutôt que de questionner l'hétérosexualité conjugale ordinaire. Oui. Et d'ailleurs, au sujet de l'hétérosexualité conjugale, quand on a préparé cette émission, Mathieu Trashman, vous m'avez conseillé de lire l'ouvrage de la sociologue Rebecca Lévy-Guillain, intitulé « Le désir est un sport de combat », qui a paru aux éditions Arquet. Et donc, cette sociologue, elle a travaillé sur l'asymétrie du désir dans le couple hétérosexuel. Elle est partie, en fait, du constat qu'il y avait dans un couple, assez globalement, un mécanisme d'affaissement du désir chez les femmes et un renforcement du désir chez les hommes avec des besoins qui seraient non comblés. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce fossé dans le couple hétérosexuel ? Les travaux de Rebecca Lévy-Guillain sont intéressants parce qu'ils interrogent aussi une sexualité post-MeToo. C'est-à-dire que ce qu'on vient de dire à l'époque de Catherine McKinnon était un moment où la question des violences sexuelles était présente dans l'espace public, mais ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de sexualité, en fait, c'est difficile de ne pas parler aussi de conjugalité. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment une sexualité hors conjugalité, mais malgré tout, en fait, il y a une espèce de circonscription de la sexualité à des relations conjugales. Et les travaux de sociologie de la sexualité l'ont bien montré depuis une vingtaine d'années, je pense en particulier à ceux de Michel Boson, c'est qu'au moment où, finalement, il y a un affaiblissement du mariage, où les frontières du couple reposent sur les sentiments plus que sur les conventions sociales. La sexualité va être une manière, en fait, d'entretenir cette relation conjugale, ou même de certifier, en fait, que c'est bien une relation conjugale parce qu'on est des partenaires sexuels.
Ce que montre aussi le travail de Rebecca Lévy-Guillain, c'est que la sexualité fait l'objet d'investissements différenciés par les hommes et par les femmes dans un couple. Là encore, c'est une distinction qui est un peu sommaire, mais qui reste, à mon avis, assez opérante, entre une conception masculine de la sexualité qui relèverait plus de ce qu'on a appelé tout à l'heure un besoin sexuel, mais qui, peut-être plus précisément, atteste en fait de la masculinité et de la virilité. C'est-à-dire ? Ce que montre cette recherche, c'est que c'est difficile pour les hommes de penser une conjugalité sans sexualité. C'est-à-dire que c'est comme si l'absence de sexualité menaçait non seulement la conjugalité, mais la place en fait des hommes dans cette relation conjugale. Alors que pour les femmes, la sexualité est certes une dimension importante, mais que c'est une dimension parmi d'autres, et qu'il y a une conception qu'on peut dire plus relationnelle de la sexualité, à la fois comme l'expression d'un désir personnel, mais aussi comme une manière de nouer une relation spécifique. Mathieu Trashman, dans vos travaux, vous expliquez notamment que ce sont majoritairement des femmes qui échangent leur sexualité contre autre chose. Et il me semble que quand vous écrivez cette phrase, vous en référez pas du tout au travail sexuel stricto sensu. Je m'inscris complètement dans les travaux de l'anthropologue italienne Paola Tabe, et notamment dans son livre La Grande Arnaque, où elle propose, dès les années 80 en fait, la notion d'échange économico-sexuel. Là encore, c'est une des manières dont les études féministes ont abordé la question du travail sexuel, mais précisément en questionnant cette catégorie et sans du tout se limiter à l'idée qu'il faut dire que le travail sexuel est un travail. C'est peut-être un point de départ, mais en tout cas, c'était pas ça le centre des choses. Paola Tabe remarque d'une part que la catégorie de prostitution est extrêmement floue. C'est une catégorie d'État beaucoup plus qu'elle ne détermine un type d'activité spécifique, qu'il y a des rétributions de sexualité qui sont pas catégorisées comme telles. Et par contre, elle insiste sur le fait qu'on échange de la sexualité contre quelque chose d'autre est finalement quelque chose d'assez ordinaire. Un des exemples qu'elle prend, c'est par exemple, lors d'un premier rendez-vous, qui va payer l'addition et en quel sens, en fait, ce simple geste va obliger, ou en tout cas va créer un sentiment de dette, si on veut dire ça comme ça, ou d'obligation de la part de la personne à qui on a payé le repas. Et donc le point important n'est pas de dire en fait c'est une grosse somme d'argent, ni même que c'est de l'argent, ça peut être autre chose qui est donné. Tabe remarque que dans l'immense majorité des cas, cet échange a un sens, c'est l'échange d'une sexualité féminine pour des hommes, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agit de satisfaire les désirs des hommes. En tant que féministe matérialiste, donc où la question du travail est une question et des conditions d'existence est une question centrale, Tabe souligne que la division sexuée du travail est le cœur en fait de cette question. C'est l'exclusion des femmes de certains biens et de certaines ressources qui les amène finalement à se constituer en tant qu'objet de désir et à faire de leur sexualité une monnaie d'échange pour accéder à des choses auxquelles, dans un concept de domination masculine, elles n'ont pas finalement accès. Donc c'est bien l'analyse matérialiste. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de dire qu'en fait, ça a des conséquences au niveau du désir et plus généralement au niveau psychique. Dans un monde où finalement les femmes et les jeunes femmes apprennent qu'avec leur sexualité, elles peuvent avoir accès à quelque chose et finalement à proposer des services sexuels, qu'est-ce que ça implique sur leur rapport à leur propre désir? Qu'est-ce que ça implique qu'on se conforme plutôt au désir d'un autre plutôt qu'on réalise nos propres désirs? Mathieu Trashman, vous venez de citer notamment l'exemple du moment de la rencontre, du rencard, mais est-ce que le lien entre sexualité, désir et argent joue aussi dans le couple quand il est établi? Il me semble que l'une de vos consoeurs, la sociologue Sonia Dayan-Herzbrun, parle de dépendance affective.
C'est un texte qui est déjà ancien, qui date du début des années 80, dans laquelle la sociologue Sonia Dayan-Herbrin propose cette notion. Et la question que pose Sonia Dayan-Herbrin est de dire oui, ok, en fait. Et donc, il y a une dépendance matérielle des femmes. Mais elle dit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose comme une dépendance affective? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui fait que une partie des femmes, voire, alors pour une grande partie, met au centre de son existence l'amour d'un homme, ou finalement, en fait, fait dépendre sa formulation, fait dépendre son existence du désir d'un autre. On voit que la question n'est pas simplement celle, en fait, de quelles sont les ressources dont je dispose pour mener une vie autonome, mais la question est plus existentielle. En quel sens mon existence dépend, en fait, de l'amour, du désir ou de la place qu'un autre me donne. Et elle articule, en fait, dépendance matérielle et affective, en disant qu'à un moment où, donc je rappelle, on est en 80, dans les années 70, les femmes sont plus assignées à la maison, il y a un investissement masculin du dehors qui est plus important que son investissement féminin à l'époque, que les liens que les hommes nouent avec d'autres individus sont souvent des liens entre hommes dont on parlait tout à l'heure, et que les femmes sont un peu plus isolées. Finalement, tout ça fait de la vie, et sans doute il y aurait plein de films des années 60-70 qui illustrent ça, chez Claude Sauté par exemple, j'imagine. Tout ça fait que, en fait, pour les femmes, l'amour des hommes est beaucoup plus important que l'inverse. Je trouve que c'est une perspective vraiment intéressante, puisqu'on voit qu'on parle des conséquences psychiques, en fait, du patriarcat. Donc, en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, Mathieu Trashman, c'est que ça n'a pas forcément énormément changé ces dernières années, y compris dans le sillage des débats MeToo. Ce qui est intéressant dans la question du désir, c'est que ça reste quand même quelque chose de fortement naturalisé. C'est-à-dire cette vision différentialiste, en fait, entre désir masculin pulsionnel comme un besoin, et désir féminin plus relationnel, qui est donc une idéologie relativement partagée, elle se maintient. La sexualité reste un des espaces de fabrique du genre particulièrement naturalisé et particulièrement difficile à questionner, précisément parce qu'on a l'impression que le désir est complètement indépendant de tout rapport social. Donc je suis assez d'accord avec l'idée qu'en fait, il y a une dimension de reproduction. En tout cas, il faut faire attention à ne pas crier à la fin du patriarcat. Voilà. Cela dit, en fait, on peut voir aussi que notre premier partenaire, aujourd'hui, le premier partenaire sexuel n'est pas nécessairement le premier conjoint, ne va pas nécessairement le devenir. Et c'est ce que montre l'enquête Envie, qui est dirigée par Marie Bergström à l'INED, c'est qu'il y a une diversité relationnelle, en fait, dans la jeunesse, où il y a une aspiration à la conjugalité, mais il y a aussi des histoires d'un soir, il y a des relations suivies ou des amis avec un plus qui se crée. Et il me semble que par rapport au contexte des années 60 et 70, où finalement l'espace des possibles sexuels et conjugaux était plus étroit, cette ouverture, en fait, permet sans doute aujourd'hui un questionnement des rôles de genre. MeToo, en questionnant, en fait, les violences sexuelles, la sexualité contrainte, et aussi, en fait, ce moment d'augmentation de la réflexivité par rapport à ces désirs, par rapport à cette sexualité. Ça permet, en fait, de remettre en question le « cela va de soi », qui est quand même un des aspects centraux du patriarcat. Merci beaucoup, Mathieu Trashman, pour cet échange sur le désir passionnant. Merci à vous. J'ai hâte de lire votre prochain ouvrage. Vous voulez en dire quelques mots ? Le prochain ouvrage, en fait, c'est un ouvrage sur la prise en charge judiciaire des auteurs de violences conjugales. Un autre thème. Un autre thème. C'est une enquête que je mène depuis plusieurs années, donc un peu avant MeToo, mais qui s'est fait rattraper par l'actualité. Et comme d'autres chercheuses et chercheurs aujourd'hui, il y a évidemment cette idée de comprendre les situations de violence, les manières dont les conjugalités peuvent déboucher à la violence,
violence et puis plus généralement les ressorts de l'exercice masculin de la violence dans un cadre intime. Mais, et c'est un aspect qui me semble assez ancien de l'analyse féministe des violences conjugales, c'est qu'on ne peut pas questionner ça sans questionner également la justice et les réponses judiciaires en fait. Est-ce qu'on a envie d'incarcérer ces hommes et qu'est-ce que en fait cette prise en charge produit pour ces hommes? Est-ce qu'en fait on peut se donner comme objectif de changer les hommes comme ça a été affirmé pour une part par des études féministes? Faire Genre est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du Genre. Direction de production Alban Philly. Production Camille Codor et Naomi Titi. Édition Paola Teaser et Naomi Titi. Prise de son Paul Berthiaud. Réalisation et mixage Thomas Play. Et je vous donne rendez-vous fin août pour le prochain épisode avec Loïc Zerdali pour parler de mixité.